Il y a une phrase que j'ai entendue prononcer dans le bureau consulaire de l'ambassade de France à Bangkok plus de fois qu'aucune autre pendant les 8 années où j'y ai servi. Et cette phrase était toujours prononcée par un homme qui n'avait jamais imaginé qu'il se retrouverait un jour à la prononcer dans un bureau consulaire. Et cette phrase était « Je pensais que ce serait une soirée sans conséquences ». Je m'appelle Léandre Buyan-Peyreyven, j'ai 68 ans, je suis originaire de Colmar dans le Haut-Rhin. J'ai été commissaire de police en France pendant 22 ans, puis attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Bangkok pendant 8 ans, et je vis désormais à Chiang Mai depuis ma retraite. Cette vidéo n'est pas une leçon de morale. Ce n'est pas non plus un jugement sur ce que fait un homme adulte dans la chambre d'hôtel qu'il a payé avec son propre argent. Cette vidéo est une pièce d'information technique, aussi factuelle et aussi utile que possible, sur une décision que prennent chaque soir en Thaïlande des centaines d'hommes venus d'Europe, et d'ailleurs, sur les éléments périphériques à cette décision qui, dans les dossiers consulaires que j'ai traités pendant 8 ans, était presque toujours la raison pour laquelle la soirée finissait dans mon bureau, plutôt que dans le silence d'une chambre refaite le lendemain matin. Aucun de ces dossiers, dans mon expérience, n'a jamais été ouvert parce que la transaction elle-même avait posé un problème juridique fondamental. Chaque dossier avait été ouvert parce qu'un élément autour de cette transaction avait mal tourné. Ce que je vais décrire dans cette vidéo, ce sont ces éléments. Pour que le tableau soit complet, j'ai demandé à 2 personnes dont l'expertise dépasse la mienne d'apporter leur voix à ce dossier. La première est le docteur Mathilde Auversigné-Brault, 54 ans, médecin infectiologue française originaire de Nantes, qui a passé 7 années à Bangkok dans une organisation non gouvernementale de santé sexuelle en partenariat avec le ministère thaïlandais de la Santé publique, et qui exerce désormais en consultation indépendante en Loire-Atlantique. La seconde est maître Suchit Panyarachin, 55 ans, avocat thaïlandais inscrit au barreau de Bangkok, spécialisé en droit pénal et en défense d'étrangers. L'un et l'autre m'ont fait l'amitié de relire ce dossier avant sa publication et d'accepter que je cite leur analyse. Je prends la précaution de le préciser dès l'ouverture, parce que un des risques les plus fréquents dans le traitement public de ce sujet est de le noyer sous une seule voix, celle du narrateur, alors qu'il touche en réalité à 3 domaines de compétences distincts: le droit, la médecine et la sécurité opérationnelle. Aucun de ces 3 domaines n'est complet sans les 2 autres. La suite de cette vidéo n'a pas pour ambition de vous dire quoi faire. Elle a pour ambition de vous donner les éléments qui vous permettent, si la question se pose à vous un soir dans une chambre d'hôtel à Bangkok, à Pattaya, à Chiang Mai ou dans une autre ville thaïlandaise, de prendre votre décision avec la connaissance de ce qu'elle implique concrètement et non avec les représentations approximatives que véhiculent la fiction, les récits de bar entre expatriés ou les articles de presse écrits par des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans les couloirs administratifs que j'ai fréquentés pendant 8 ans. Si vous appréciez les histoires que je raconte, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est essentiel à la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à la réalisation de ces vidéos, malgré mon engagement dans un emploi à temps plein. Merci d'être présent parmi nous. Commençons par le vocabulaire, parce que le vocabulaire est déjà un piège. Le terme « freelance » est utilisé dans l'argot expatrié thaïlandais pour désigner une travailleuse du sexe indépendante qui n'est pas rattachée à un établissement commercial. Elle n'a pas d'employeur déclaré, elle n'a pas de lieu de travail fixe, elle n'a pas de quota de commission à reverser à un gérant, elle négocie ses propres conditions, elle fixe ses propres prix, elle choisit ses propres clients et elle se déplace d'un endroit à un autre selon ses propres décisions. Cette définition, apparemment neutre, cache une réalité opérationnelle qu'il faut comprendre avant toute chose. Une femme qui travaille dans un établissement, un salon de massage, un bar avec chambre à l'étage, une structure commerciale organisée évolue dans un cadre qui, au-delà de ses inconvénients pour elle, offre certaines protections implicites aux clients. Quelqu'un sait qu'elle est là. Quelqu'un sait avec qui elle est. Quelqu'un a un intérêt économique à ce que la transaction se déroule sans incident, parce qu'un incident nuit à la réputation de l'établissement et à sa capacité à continuer à opérer. Une freelance, par définition, n'a personne au-dessus d'elle. Personne ne sait où elle est. Personne ne la cherche si elle ne revient pas. Aucun tiers n'a d'intérêt économique direct à ce que la soirée se passe normalement. Cette absence de structure supprime pour elle certaines contraintes désagréables, ce qui explique en partie pourquoi elle a choisi ce mode d'exercice. Mais elle supprime aussi pour vous, si vous êtes le client, certaines protections dont vous ne mesuriez peu, être même pas l'existence. Je le dis dès le début parce que la première erreur consiste à traiter la freelance comme une version simplement plus discrète de la travailleuse d'établissement. C'est pas le cas. C'est un mode d'exercice qualitativement différent, avec sa propre logique et ses propres risques. Il y a 3 modes principaux par lesquels un homme occidental entre en contact avec une freelance en Thaïlande.
Le premier mode, le plus visible, est le contact direct dans l'espace public. À Bangkok, cela se produit typiquement dans certaines artères commerçantes fréquentées par les voyageurs occidentaux, dans les zones proches des grandes places touristiques ou dans les centres commerciaux qui restent ouverts tard le soir. À Pattaya, cela peut se produire sur la promenade de bord de mer ou dans les rues intérieures adjacentes. À Chiang Mai, la configuration est plus feutrée mais existe autour de certains marchés nocturnes. Dans ce mode, c'est la femme qui aborde l'homme, souvent par une phrase brève et directe, parfois par un simple regard soutenu suivi d'un rapprochement physique. L'homme, dans la plupart des cas, ne s'attendait pas à cette approche, à cet instant précis, ce qui joue un rôle important dans la manière dont il évalue la situation. Il est en position d'improvisation, ce qui signifie qu'il évalue mal. Le deuxième mode est le contact via les applications de rencontres ou les plateformes de messagerie. Dans ce mode, le premier échange se déroule à distance, ce qui donne à l'homme le sentiment trompeur qu'il a le temps de la réflexion et qu'il maîtrise la situation. Ce sentiment est trompeur parce qu'il ignore que la conversation qu'il a est standardisée, qu'elle suit un script rodé, et que la personne à l'autre bout de l'écran a eu la même conversation avec des dizaines d'hommes le mois précédent. Le troisième mode, plus rare mais plus dangereux dans certaines configurations, est le contact via un intermédiaire local, un chauffeur de taxi, un portier d'hôtel, un employé de bar, un résident permanent qui joue un rôle de courtier informel. Dans ce mode, la freelance n'est pas seule dans sa décision. Quelqu'un lui a envoyé le client, ce qui signifie que quelqu'un attend une commission et cette attente crée un intérêt tiers qui peut peser sur la manière dont la soirée se déroule. Chacun de ces trois modes a ses propres implications pratiques. Et je vous demande de garder à l'esprit, pendant toute la suite de cette vidéo, la question suivante: dans lequel de ces trois modes êtes-vous en train de vous engager et qui d'autre que vous est allé au courant de cette rencontre? Passons maintenant à la dimension juridique, qui est celle que les voyageurs occidentaux comprennent le plus mal, presque toujours dans le sens d'une exagération de leurs propres risques. Pour clarifier ce cadre, j'ai demandé à maître Suchit Paniyarachun de me préciser ce que dit exactement la loi thaïlandaise en vigueur, en particulier depuis l'adoption de l'acte numéro 30 d'amendement du code pénal thaïlandais, entré en vigueur au mois de décembre de l'année dernière. La première chose que maître Paniyarachun tient à établir, parce qu'elle est mal comprise, est la suivante: la prostitution est illégale en Thaïlande depuis la loi de 1986, mais l'application effective de cette loi cible principalement trois catégories de situations. Premièrement, les réseaux organisés d'exploitation, c'est à dire les structures commerciales qui font de la traite des êtres humains, qui séquestrent des femmes, qui exploitent des mineurs ou qui blanchissent de l'argent à travers cette activité. Deuxièmement, les établissements qui opèrent ouvertement en violation directe des ordonnances locales, en particulier quand une opération policière est déclenchée à la demande d'un procureur ou en réponse à un scandale médiatique. Troisièmement, les cas impliquant des personnes mineures, quel que soit le contexte apparent de la rencontre, qui font l'objet d'une tolérance nulle et d'une répression systématique. Ce que maître Paniyarachun précise ensuite est que, en dehors de ces trois catégories, une transaction sexuelle consentie entre deux adultes privés, dans un espace privé, c'est-à-dire dans une chambre d'hôtel dont le client et le locataire ne fait pas, en pratique, l'objet de poursuites systématiques. Cela ne signifie pas qu'elle est légale. Cela signifie que le parquet thaïlandais, comme la police thaïlandaise, oriente ses ressources vers les catégories mentionnées plus haut. C'est une distinction importante entre l'illégalité formelle d'un acte et son traitement pénal effectif. Un homme adulte qui se trouve dans cette configuration avec une autre adulte consentante ne se trouve pas, en règle générale, dans une situation où une intervention policière viendrait le déranger. Maître Paniyarachun tient cependant à préciser 3 points sur lesquels la nouvelle loi de fin d'année dernière apporte des évolutions importantes, et sur 3 autres points qui, indépendamment de cette loi, créent une exposition pénale réelle qu'il faut absolument connaître. L'acte numéro 30 n'a pas modifié le statut des actes sexuels consensuels entre adultes privés. Ce qu'il a modifié concerne principalement les comportements non sollicités, le harcèlement dans l'espace public, l'insistance après un refus explicite, le contact physique non consenti et certaines formes de sollicitation agressive. Le législateur thaïlandais, dans le contexte d'un débat social plus large sur le harcèlement, a durci le traitement de ces comportements. Cela n'affecte pas la transaction consensuelle en chambre. Cela affecte, en revanche, potentiellement, la manière dont un contact initial dans l'espace public peut être requalifié si l'un des deux participants dépose plainte. Une freelance qui accepte une transaction et qui, pour une raison quelconque regret, changement d'avis
désaccord sur le prix, dispute décide de porter plainte, peut désormais recadrer le contact initial dans un vocabulaire qui n'était pas disponible auparavant. Cela n'est pas une hypothèse théorique. Maître Pannier-Russian mentionne avoir vu, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, quelques cas où cette requalification a été tentée. Aucun n'a abouti à une condamnation pénale à ce stade, mais chacun a nécessité une défense. Et une défense, en Thaïlande, coûte de l'argent et du temps, et laisse une trace, et le simple fait d'être convoqué comme témoin ou comme suspect dans une procédure pénale thaïlandaise est en soi une expérience désagréable dont on préférerait se passer. Le premier des 3 points d'exposition pénale réelle indépendant de la nouvelle loi est celui que j'ai déjà mentionné, mais que je répète parce qu'il est absolument central, l'âge de la personne avec qui vous vous trouvez. Maître Pannier-Russian est catégorique sur ce point. La responsabilité légale appartient entièrement à l'homme si la personne s'avère mineure, indépendamment de son apparence physique, indépendamment de ce qu'elle vous a dit, et même si elle vous a présenté une pièce d'identité qui s'avère falsifiée. La loi thaïlandaise ne reconnaît pas la bonne foi comme défense dans ce cas de figure. La peine encourue est lourde, la publicité médiatique est totale, et la sortie du territoire est bloquée dès le dépôt de plainte. La diligence minimale, dit Maître Pannier-Russian, consiste à demander à avoir une carte d'identité thaïlandaise avant d'aller plus loin. Les cartes d'identité thaïlandaises portent une date de naissance lisible même pour quelqu'un qui ne lit pas le thaï, parce que le calendrier bouddhique thaïlandais utilise une numérotation qu'il est facile de convertir. Il suffit de soustraire 543 de l'année indiquée pour obtenir l'équivalent au calendrier grégorien. Si la personne refuse de présenter sa carte d'identité, faut pas aller plus loin, quels que soient les arguments avancés. Si elle prétend ne pas l'avoir sur elle, il faut pas aller plus loin non plus. Si elle en présente une, mais que la photo ne correspond manifestement pas au visage devant vous, il faut pas aller plus loin. Ces 3 règles sont non négociables et je vous demande de les intégrer comme telles. Le deuxième point d'exposition pénale concerne la localisation de la transaction. Si la chambre d'hôtel dans laquelle vous vous trouvez fait partie d'un établissement qui applique une politique écrite d'interdiction des visiteurs nocturnes, une plainte du gérant peut créer une complication administrative dont les conséquences dépassent souvent ce que le client anticipe. Certains hôtels haut de gamme, en particulier dans les zones résidentielles de Bangkok et dans les stations balnéaires familiales comme Hua Hin ou Saham, ont durci leur politique ces dernières années en réponse à la pression des autorités locales et à leur propre positionnement commercial. La plainte du gérant n'est presque jamais pénale. Elle est administrative, expulsion immédiate de l'établissement, facturation d'une pénalité contractuelle stipulée dans les conditions d'enregistrement que vous avez signées à l'arrivée sans les lire, transmission d'un signalement à la préfecture de police locale. Cette dernière transmission, dans un cas sur 10, environ selon les dossiers que j'ai vus, déclenche une visite de courtoisie de la police touristique, qui n'aboutit à rien de pénal, mais qui vous coûte plusieurs heures et un certain nombre de questions désagréables. Le troisième point d'exposition, plus grave, concerne les enregistrements vidéo ou photographiques. Si la transaction donne lieu à un enregistrement fait sans votre consentement et utilisé ultérieurement dans une démarche de chantage, vous vous trouvez alors non plus dans la position de suspect potentiel d'une infraction quelconque, mais dans la position de victime d'un délit thaïlandais autonome, l'extorsion, qui est réprimée par le code pénal. Cela ne signifie pas que la plainte est facile à déposer ni que le coupable est facile à identifier. Cela signifie simplement que si vous vous retrouvez dans cette configuration, votre statut légal n'est pas celui que vous croyez. Vous êtes une victime et vous avez le droit de vous adresser à la police thaïlandaise ou, plus utile encore, à votre section consulaire. Passons maintenant aux 5 catégories de risques non sanitaires, qui sont celles que je connais le mieux parce qu'elles constituent la substance de la plupart des dossiers consulaires que j'ai traités. La première catégorie, la plus fréquente, est le vol dans la chambre. Dans la très grande majorité des cas que j'ai vus, l'objet du vol appartient à l'une de 4 catégories. Le portefeuille avec ses espèces, les cartes bancaires qui seront utilisées pour un retrait immédiat au distributeur automatique du quartier avant que le porteur ait le temps de faire opposition le téléphone portable, et le passeport. Le passeport est particulièrement recherché parce qu'il a une valeur de revente non négligeable sur les marchés parallèles de documents d'identité et parce que sa perte crée pour le voyageur une contrainte administrative qui peut prendre plusieurs jours à résoudre, pendant lesquels il est immobilisé en Thaïlande. La prévention est simple et se résume en une phrase. Ce qui n'est pas dans la chambre ne peut pas être volé de la chambre. Avant tout visiteur, prenez 30 secondes pour déposer dans le coffre de l'hôtel, qui est présent dans la quasi-totalité des chambres au-dessus d'un certain niveau de gamme, votre passeport, votre deuxième carte bancaire, l'essentiel de vos espèces, votre montre s'il s'agit d'un modèle de valeur,
et tout appareil électronique que vous n'utilisez pas immédiatement. Laissez dans la chambre uniquement ce dont vous avez besoin pour la transaction immédiate. De quoi payer le prix convenu, une pièce d'identité de secours si vous le souhaitez, votre téléphone principal si vous n'avez pas de moyen de le sécuriser autrement. Ne mentionnez jamais devant votre visiteuse le code d'accès du coffre, ne le composez jamais en sa présence et ne laissez jamais le coffre entrouvert ou en position programmable. Un coffre correctement fermé, avec un code personnel non partagé, résiste à une tentative d'ouverture opportuniste dans le temps limité d'une soirée. Il ne résiste pas indéfiniment à un professionnel équipé, mais c'est pas le cas de figure dont nous parlons. Nous parlons d'une personne qui peut être 15 ou 20 minutes seule dans la chambre pendant que vous êtes dans la salle de bain, et pour ce cas de figure, un coffre correctement utilisé est une protection efficace. La règle absolue est celle-ci. Ne laissez jamais votre visiteuse seule dans la chambre à un moment où vous n'êtes pas en mesure d'y revenir immédiatement. La deuxième catégorie de risque est le vol avec complicité extérieure. Cette configuration est moins fréquente que le vol simple, mais elle est qualitativement plus sérieuse dans ses conséquences parce qu'elle introduit dans l'équation une deuxième personne dont vous n'aviez pas connaissance et dont vous ne pouvez pas prévoir le comportement. Le schéma habituel est le suivant. La femme entre dans la chambre normalement, la première partie de la soirée se déroule sans incident apparent, puis à un moment donné, elle envoie discrètement un message ou passe un bref appel qu'elle justifie par une raison anodine, sa sœur qui l'attend, son fils qui est malade, un client précédent qui la relance. Ce message ou cet appel est en réalité le signal qui déclenche l'arrivée du complice, qui attend dans le hall, dans un couloir voisin ou dans une voiture garée en bas. Le complice se présente alors à la porte de la chambre, prétendument par accident ou pour une raison administrative. Et la situation bascule. Dans les cas les plus modérés, il s'agit simplement de récupérer discrètement les objets déjà préparés par la femme. Dans les cas plus sérieux, il peut y avoir intimidation physique, exigence de composition d'un code de carte bancaire ou pression pour retirer une somme d'argent au distributeur automatique le plus proche. Les signes qui doivent alerter en amont sont peu nombreux mais assez fiables. Une visiteuse qui consulte son téléphone de manière insistante peu après son arrivée, qui envoie des messages courts pendant qu'elle croit ne pas être observée, qui reçoit un appel bref auquel elle répond en taille à voix basse en s'éloignant, ou qui semble attendre une confirmation extérieure avant de s'engager plus avant dans la soirée. Aucun de ces signes n'est en soi une preuve. Chacun d'eux, cumulé aux autres, doit inciter à la prudence. La bonne réaction dans cette configuration n'est pas d'interpeller la visiteuse, ni de tenter une confrontation. La bonne réaction est de mettre fin à la soirée avec calme, en invoquant une fatigue ou un mal de tête, de la raccompagner à la porte et de descendre à la réception pour signaler que vous avez eu un doute et demander à ce que la sécurité de l'établissement soit informée. Le personnel de nuit d'un hôtel correct sait exactement quoi faire de cette information. La troisième catégorie de risque est celle du chantage à l'enregistrement vidéo ou photographique. Cette configuration est proportionnellement moins fréquente que le vol simple, mais elle est mentalement dévastatrice pour la victime, parce que l'objet du chantage n'est pas de l'argent immédiat, mais la peur de la révélation à des tiers importants, épouse, enfants, employeurs, cercle professionnel. Le schéma technique est le suivant. La visiteuse dispose d'un téléphone portable qu'elle positionne discrètement dans la pièce avant ou pendant la transaction, souvent dans un sac laissé ouvert sur une chaise ou sur la table de nuit, avec l'objectif orienté vers le lit. L'enregistrement dure quelques minutes, le temps de capturer une séquence suffisamment identifiable pour être utilisée. Le contact ultérieur, dans les cas que j'ai vus, se fait dans un délai qui va de quelques jours à quelques semaines après la transaction. Le message arrive par la même application de messagerie utilisée pour organiser la rencontre, ou par un compte anonymisé qui vous cite des détails précis pour prouver l'authenticité de la menace. La demande est chiffrée, souvent en devise européenne convertie mentalement en bas, et elle est présentée comme un règlement définitif, payez cette somme et la vidéo disparaît. Je vous préviens tout de suite, elle ne disparaît pas. Un chantage payé, une première fois se répète, parce que la personne qui a été prête à payer une fois est identifiée comme une source de revenus reproductible. La bonne réaction, en cas de tentative de chantage de cette nature, est la suivante. Ne pas répondre au message initial, ne pas engager de négociation, ne payer aucune somme et prendre immédiatement contact avec la section consulaire de votre ambassade en Thaïlande, qui dispose de procédures spécifiques pour ce type de situation, y compris des relations de travail avec la police thaïlandaise adaptées à cette catégorie d'affaires. La prévention en amont tient en 3 vérifications simples. Premièrement, avant que la transaction commence, prenez un instant pour observer où sont les téléphones dans la pièce. S'il y a un téléphone que vous n'avez pas vu être posé,
ou dont l'orientation vous paraît étrange, demandez qu'il soit rangé dans le sac fermé. Deuxièmement, ne consentez à aucun enregistrement, même sur ton léger, même présenté comme un souvenir. Troisièmement, si à un moment de la soirée vous entendez un déclic, une vibration ou un bruit électronique que vous ne pouvez pas expliquer, arrêtez tout et vérifiez. Ces 3 vérifications prennent moins d'1 minute au total et vous couvrent contre l'immense majorité des configurations de chantage. La 4e catégorie de risque est celle de la fausse urgence médicale après la transaction. Cette configuration est rare, mais je la mentionne parce que elle est particulièrement déroutante quand elle se produit, précisément parce qu'elle joue sur un ressort humain, la peur d'être à l'origine du malaise d'une autre personne que la plupart des hommes ne sont pas préparés à contrer avec sang-froid. Le schéma est le suivant. Dans les minutes qui suivent la transaction, la femme déclare un malaise brutal, douleur thoracique, vertige, saignement, difficulté à respirer. Elle réclame l'appel à un médecin ou à une amie qui va venir la chercher ou à un chauffeur qui va la conduire à l'hôpital. La personne qui arrive n'est pas un médecin ni une amie neutre, c'est un complice qui va prendre en main la situation dans un sens qui coûtera de l'argent au client, souvent sous le prétexte d'éviter que l'affaire ne remonte à la police ou à l'assurance santé thaïlandaise. La demande peut être présentée comme un dédommagement médical, une aide pour les frais d'hôpital, une compensation pour la journée de travail perdue. Elle peut aussi, dans les configurations plus intimidantes, être présentée comme une alternative à une plainte pénale pour agression. Je le dis clairement. Si la personne présente réellement une urgence médicale, la seule bonne réaction est d'appeler immédiatement les services d'urgence thaïlandais au numéro 1923, qui est le numéro national des ambulances, ou de descendre à la réception pour demander au personnel de nuit de le faire. Ne laissez jamais une tierce personne extérieure prendre en main la situation médicale sans passer par le personnel de l'hôtel ou par les services d'urgence officiels. Si l'urgence est réelle, cette procédure est la bonne. Si l'urgence est feinte, cette procédure met immédiatement fin à la construction du piège. Parce que le scénario ne peut fonctionner qu'à condition que le client accepte de ne pas passer par les canaux officiels. La 5e catégorie de risque est celle que je considère personnellement comme la plus sérieuse en termes de conséquences physiques documentées dans les dossiers consulaires que j'ai vus. Il s'agit de l'exposition à des substances non identifiées ajoutées à une boisson consommée dans la chambre. Le schéma technique est le suivant. Au cours de la soirée, la visiteuse propose de préparer une boisson, ou bien elle apporte avec elle une bouteille déjà entamée, qu'elle présente comme un cadeau, ou bien elle demande à ce qu'on lui serve un verre d'eau ou d'alcool qu'elle boit devant le client, puis qu'elle repose sur la table pendant qu'elle s'absente brièvement dans le verre du client. À un moment où il ne le surveille pas, elle ajoute une substance dont la nature exacte varie, mais qui, dans les cas expertisés a posteriori sur les échantillons sanguins des victimes, appartient généralement à la famille des benzodiazépines ou à celle des sédatifs hypnotiques. L'effet apparaît dans un délai de 15 à 30 minutes après ingestion et il se traduit par une désorientation croissante, une somnolence lourde, une désinhibition qui rend le sujet coopératif et une amnésie partielle ou totale de la période concernée. Pendant les heures qui suivent, la victime est incapable de protéger ses biens et incapable de faire un consentement éclairé à quoi que ce soit. Elle peut être conduite à un distributeur automatique pour composer un code de carte bancaire, elle peut signer un document, elle peut accepter d'effectuer un virement bancaire depuis une application mobile, elle se souviendra de rien, ou seulement de fragments, et elle se réveillera plusieurs heures plus tard, seule, avec la sensation confuse d'avoir été malade sans savoir pourquoi. La prévention, ici, est absolue et se résume en une seule règle. Ne consommez jamais, dans une chambre d'hôtel en présence d'une personne que vous ne connaissez pas, une boisson que vous n'avez pas préparée vous-même de bout en bout et gardée dans votre champ de vision de manière ininterrompue. Cela signifie pas de boisson préparée pendant que vous êtes dans la salle de bain, pas de boisson servie par la visiteuse dans un verre qu'elle a manipulé sans témoin, pas de gorgée dans une bouteille qu'elle a apportée, pas de dégustation partagée dans un même verre. Cette règle peut paraître excessive, elle ne l'est pas. Elle est le minimum de prudence que vous devez à votre propre sécurité. Et sa mise en application ne coûte rien. Vous buvez ce que vous buvez habituellement, préparé par vous, ou vous ne buvez pas. Une visiteuse qui insiste pour que vous acceptiez sa boisson est, à ce moment précis, en train de vous donner l'information la plus importante que vous obtiendrez de toute la soirée. Passons maintenant à la dimension hôtelière, qui est mal comprise par la majorité des voyageurs occidentaux et qui pourtant conditionne une part importante de la manière dont un incident, s'il se produit, sera traité. En Thaïlande, les hôtels ont le droit légal de fixer leur propre politique concernant les visiteurs des chambres. Cette politique varie considérablement selon le niveau de gamme de l'établissement, selon sa localisation et selon sa clientèle habituelle. Les auberges jeunesse et les petits établissements économiques appliquent souvent une politique très souple. Les hôtels de milieu de gamme, fréquentés par une clientèle internationale d'affaires, appliquent généralement une politique d'enregistrement obligatoire des visiteurs à la réception, avec présentation d'une pièce d'identité.
Les grands établissements de chaîne internationale et les hôtels haut de gamme appliquent souvent une politique encore plus stricte, avec parfois une interdiction totale des visiteurs après une certaine heure, ou l'obligation d'annoncer préalablement leur venue. Ces politiques sont, dans la plupart des cas, mentionnées en petits caractères dans les conditions générales que vous signez sans les lire à l'enregistrement. Elles sont rarement mises en application de manière systématique dans la pratique quotidienne, mais leur existence dans le contrat signé crée pour l'hôtel une base juridique qu'il peut mobiliser en cas d'incident. Ce que l'hôtel peut faire en cas d'incident est plus large que ce que la plupart des clients imaginent. L'hôtel peut appeler la police, peut refuser l'accès à un visiteur non enregistré, peut demander à un client de quitter l'établissement dans les situations graves, peut facturer une pénalité contractuelle prévue au règlement intérieur, peut retenir un dépôt de garantie versé à l'enregistrement en attente de résolution d'un incident. Un hôtel de qualité dispose de caméras de vidéosurveillance dans les couloirs, dans les ascenseurs, dans les zones communes, et l'exploitation de ces enregistrements par la sécurité de l'établissement peut identifier les entrées et sorties de visiteurs avec une précision que le client sous-estime généralement. Ma recommandation pratique sur cette dimension hôtelière va probablement contre-intuitivement à l'encontre de ce que fait la majorité des voyageurs. Je vous recommande de choisir un hôtel qui applique effectivement une politique d'enregistrement des visiteurs et de vous conformer à cette politique en accompagnant votre visiteuse à la réception pour qu'elle présente sa carte d'identité et que son entrée dans l'établissement soit consignée dans le registre. Cette recommandation surprend souvent, parce que l'intuition première est de rechercher un hôtel discret où personne ne posera de questions. Mon expérience de 8 années de dossier consulaire me pousse dans le sens inverse. L'enregistrement du visiteur à la réception constitue une trace documentaire qui protège le client dans plusieurs configurations. Elle protège en cas de vol, parce que la personne qui a été enregistrée sait qu'elle a été identifiée, ce qui la dissuade dans la grande majorité des cas de passer à l'acte. Elle protège en cas de disparition, parce que si la visiteuse quitte l'établissement avec des objets du client, l'enregistrement d'entrée facilite le dépôt de plainte ultérieure. Elle protège en cas de plainte ultérieure de la visiteuse, pour une raison quelconque, parce que sa présence dans la chambre à l'heure indiquée est établie par un tiers neutre, le personnel de la réception. Elle protège aussi en cas de contentieux avec l'hôtel, parce que la présence du visiteur ayant été formellement acceptée par l'établissement à l'enregistrement, l'hôtel ne peut plus invoquer une violation contractuelle a posteriori. Cette recommandation, je le sais, va à contre-courant de la culture du secret qui entoure ce genre de soirée, mais la culture du secret est précisément le terrain sur lequel prospèrent les configurations dont j'ai décrit les mécanismes. La transparence documentaire minimale, sous la forme d'un enregistrement banal à la réception d'un hôtel qui accepte cette pratique dans son règlement, est un des meilleurs outils de protection dont vous disposez et elle ne vous coûte rien d'autre que 3 minutes de temps et un léger dépassement de la gêne sociale que vous pourriez ressentir. Passons maintenant à la dimension sanitaire, qui est celle que le docteur Mathilde Auversigné-Brault connaît infiniment mieux que moi et à qui je laisse la place pour l'essentiel de cette section. Elle m'a demandé de préciser en préambule que ce qu'elle va exposer ne relève ni de la dramatisation ni de la minimisation, mais d'une quantification honnête à partir des données de santé publique thaïlandaises auxquelles elle a eu accès pendant ses 7 années à Bangkok. Le premier sujet, celui qui vient en général à l'esprit en premier, est celui du virus de l'immunodéficience humaine. La prévalence de ce virus dans la population des travailleuses du sexe en Thaïlande a été significativement réduite depuis les décennies 80 et 90 grâce à l'un des programmes de prévention les plus systématiques d'Asie du Sud-Est, incluant la distribution massive de préservatifs, le dépistage régulier proposé gratuitement dans les cliniques publiques et l'accès élargi aux traitements antirétroviraux qui réduisent la charge virale et donc la contagiosité des personnes vivant avec le virus. Les données les plus récentes du ministère thaïlandais de la Santé, telles que le docteur Auversigné-Brault les a consultées avant l'enregistrement de cette vidéo, indiquent une prévalence dans cette population qui reste significativement supérieure à celle de la population générale thaïlandaise, mais qui est très inférieure au niveau catastrophique qui prévalait il y a une trentaine d'années. Il faut être clair, cette réduction n'annule pas le risque. Le risque de transmission par un rapport non protégé existe et il ne doit pas être minimisé au prétexte que la situation épidémiologique globale s'est améliorée. Le risque de transmission par un rapport correctement protégé par un préservatif utilisé de bout en bout est très faible, mais il n'est pas nul, notamment en cas de rupture du préservatif ou de contact préalable à sa mise en place. Le docteur Auversigné-Brault insiste sur un point qui, dans son expérience clinique, est mal compris par la majorité des patients qu'elle a vus en consultation post-exposition. Les infections sexuellement transmissibles autres que le virus de l'immunodéficience humaine représentent statistiquement un risque plus élevé que ce virus dans le contexte dont nous parlons. La gonorrhée, la chlamydia, la syphilis et l'herpès génital sont plus fréquents, plus faciles à transmettre,
moins visibles dans leurs symptômes initiaux, moins systématiquement dépistés dans la population générale, et pour certains d'entre eux, plus difficiles à traiter que le grand public ne l'imagine. Le docteur Auversigné-Broll mentionne un point particulièrement préoccupant qui concerne certaines souches de gonorrhée résistantes aux antibiotiques de première ligne, dont l'apparition a été documentée en Thaïlande comme dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est au cours de la dernière décennie. Une infection contractée dans ce contexte peut ne pas répondre au traitement standard prescrit par un médecin généraliste français qui n'a pas l'habitude du profil de résistance locale. Le docteur Auversigné-Broll insiste sur le fait que la mention du contexte géographique de l'exposition aux médecins traitants est indispensable pour un traitement adapté. Cette mention est parfois difficile à faire pour des raisons personnelles évidentes, mais son omission peut conduire à une prescription inadéquate qui laisse l'infection évoluer. Sur la prévention proprement dite, le docteur Auversigné-Broll tient à séparer deux niveaux. Le premier niveau, absolument non négociable, est l'utilisation systématique et correcte d'un préservatif du début à la fin de tout rapport pénétratif. Elle insiste sur le mot « correct » parce que, dans son expérience, un nombre non négligeable de patients qu'elle a reçus en consultation post-exposition avaient utilisé un préservatif, mais l'avaient mis en place partiellement au cours du rapport plutôt que dès le début, ce qui annule une partie substantielle de la protection. Elle insiste également sur le fait que le préservatif doit être un préservatif dont l'origine et l'intégrité sont connues, ce qui signifie en pratique un préservatif que vous avez apporté vous-même dans son emballage d'origine, acheté dans une pharmacie ou un magasin de confiance, et non un préservatif fourni par la visiteuse ou trouvé sur place dans la chambre. Cette précaution peut paraître excessive, elle ne l'est pas. Il y a eu, dans la casuistique documentée, des cas de préservatifs perforés préalablement dans une intention frauduleuse, liée à une éventuelle grossesse ultérieure, invoqués comme moyen de pression. Le deuxième niveau de prévention concerne les rapports non pénétratifs, pour lesquels la protection par préservatif est moins pertinente, mais pour lesquels la contamination reste possible pour certaines infections transmises par contact cutané, muqueux ou salivaire. Le docteur Auversigné-Broll mentionne en particulier l'herpès génital, la syphilis primaire et le papillomavirus humain, dont la transmission n'est pas complètement bloquée par le préservatif. Cette information n'est pas une raison de renoncer au préservatif dont l'usage reste indispensable, mais une raison de ne pas s'illusionner sur une protection totale qu'aucune mesure préventive ne peut offrir en dehors de l'abstention complète. Sur la conduite à tenir après un rapport à risque, le docteur Auversigné-Broll est très précise. Toute personne ayant eu un rapport non protégé ou dont le préservatif s'est rompu en cours de rapport doit consulter un médecin dans les meilleurs délais, si la consultation est possible dans les 48 à 72 heures, envisager un traitement post-exposition contre le virus de l'immunodéficience humaine qui doit être prescrit par un médecin spécialiste et qui n'est efficace que s'il est commencé très rapidement après l'exposition. Ce traitement est disponible en Thaïlande, dans certaines cliniques spécialisées de Bangkok et de Chiang Mai, et il est également disponible en France dans les services d'urgence et dans les centres de dépistage. Toute personne qui ait eu ou non rupture de préservatif doit consulter dans un délai de 2 à 4 semaines suivant le retour en France pour un bilan complet incluant les principales infections sexuellement transmissibles. Ce bilan comprend un dépistage du virus de l'immunodéficience humaine, une sérologie de la syphilis, un dépistage de la gonorrhée et de la chlamydia par prélèvement local et une évaluation du statut vis à vis des hépatites virales. Le docteur Auversigné-Broll précise que certains de ces dépistages doivent être répétés à 3 mois et à 6 mois en raison de la fenêtre sérologique pendant laquelle certaines infections ne sont pas encore détectables par les tests standards. Cette procédure de suivi, dit-elle, n'est pas une sanction morale ni une humiliation médicale. C'est une mesure de santé publique élémentaire qui protège à la fois la personne concernée et son entourage éventuel, et son coût est nul ou minime dans le système de santé français. Il y a un dernier point sanitaire que le docteur Auversigné-Broll tient à mentionner parce qu'il est fréquemment ignoré et qui concerne l'alcool et l'interaction avec la prise de décision médicale. Une soirée dans laquelle l'homme concerné a consommé une quantité significative d'alcool avant la transaction se caractérise par une diminution mesurable de sa capacité à respecter les précautions élémentaires qu'il aurait respectées à jeun. Cette diminution est particulièrement documentée sur 3 points. L'utilisation correcte du préservatif, la vigilance sur la boisson préparée par un tiers, et l'évaluation lucide de signaux d'alerte comme ceux mentionnés plus haut. Le docteur Auversigné-Broll ne demande à personne de renoncer à un verre de vin au dîner.
Elle demande simplement à ce que chacun connaisse la relation directe qui existe entre le nombre de verres consommés dans la soirée et la probabilité que les précautions décrites dans cette vidéo soient effectivement mises en pratique dans la chambre. Cette relation est linéaire, elle est documentée par la littérature médicale internationale et son ignorance est probablement la première cause des consultations post-exposition qu'elle a menées à Bangkok. Il y a des choses que cette vidéo ne dit pas et je tiens à les énoncer explicitement avant de conclure parce qu'elles sont importantes pour comprendre l'intention exacte de ce dossier. Cette vidéo ne porte pas de jugement moral sur la décision qu'un homme adulte prend un soir dans une chambre d'hôtel qu'il a payée avec son propre argent. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas mon intention. Un adulte informé qui fait un choix que d'autres adultes désapprouvent reste un adulte. Et la fonction de cette vidéo n'est pas de le juger, mais de s'assurer que son choix, s'il est fait, l'est avec la connaissance des éléments pratiques qui l'entourent. Cette vidéo ne porte pas non plus de jugement sur les femmes qui exercent cette activité en Thaïlande. Elles ont leurs propres histoires, leurs propres raisons, leurs propres calculs économiques et leurs propres évaluations des risques que leur activité leur fait courir à elles, qui sont dans la plupart des cas plus lourds que les risques encourus par leurs clients. Cette vidéo se concentre sur les risques du côté du client, parce que c'est la population qui la regarde, mais je tiens à préciser que la population des travailleuses du sexe en Thaïlande n'est pas homogène, qu'elle recouvre des situations personnelles très diverses et qu'elle inclut aussi bien des femmes qui exercent cette activité par choix relatif dans un cadre économique contraint, que des femmes qui la subissent dans des configurations proches de l'exploitation. Un homme qui envisage la démarche décrite dans cette vidéo se doit d'être conscient qu'il ne saura, dans la plupart des cas, jamais, avec certitude à laquelle de ces catégories appartient la femme avec qui il se trouve, et cette incertitude est en soi un élément qui mérite réflexion. Enfin, cette vidéo ne prétend pas remplacer une consultation juridique personnalisée avec un avocat sur une situation spécifique, ni une consultation médicale personnalisée sur une exposition particulière. Elle apporte un cadre général qui doit être complété par l'avis d'un professionnel dans les situations qui le justifient. Je voudrais maintenant, pour conclure, revenir à la phrase par laquelle j'ai ouvert cette vidéo et qui m'a poursuivi pendant 8 ans de service consulaire à Bangkok. Je pensais que ce serait une soirée sans conséquences. Cette phrase, que j'ai entendue prononcer des dizaines de fois par des hommes qui n'avaient jamais imaginé se retrouver dans un bureau consulaire pour cette raison, contient à elle seule la totalité de ce que je voulais transmettre dans ce dossier. Une soirée n'est jamais sans conséquences. Elle peut avoir peu de conséquences ou beaucoup, elle peut avoir des conséquences immédiates ou différées, elle peut avoir des conséquences juridiques, sanitaires, financières, familiales ou strictement psychologiques. Elle a toujours des conséquences. La différence entre une soirée dont les conséquences restent gérables et une soirée qui devient un dossier consulaire tient rarement à un événement dramatique unique. Elle tient presque toujours à l'accumulation, en amont, de petites précautions non prises, une pièce d'identité non demandée, un coffre non fermé, un verre accepté d'une main que l'on ne surveillait pas, un téléphone non repositionné dans un sac, un hôtel choisi pour son absence de contrôle plutôt que pour sa présence de contrôle, 1 ou 2 verres de trop avant de monter dans la chambre. Chacune de ces petites précautions non prises, isolément, semble anodine. Leur accumulation, dans la même soirée, crée un profil de vulnérabilité que les configurations décrites dans cette vidéo exploitent avec une efficacité que 8 ans de dossiers consulaires m'ont convaincu de ne jamais sous-estimer. Il y a 2 dimensions pratiques que je n'ai pas encore abordées et que je voudrais traiter avant de refermer ce dossier, parce qu'elles sont l'objet de questions récurrentes dans les échanges que j'ai eus sur ce sujet avec des voyageurs francophones au fil des années. La première concerne la mécanique du paiement lui-même. Ma recommandation est de régler la transaction en espèces, à un moment convenu clairement à l'avance, avec le montant exact préparé séparément du reste de vos liquidités. Ne sortez jamais un portefeuille entier devant votre visiteuse pour en extraire la somme convenue, parce que la vision du contenu total de votre portefeuille modifie mécaniquement l'évaluation de votre profil comme cible potentielle pour les configurations que j'ai décrites plus haut. Préparez le montant dans une poche séparée, dans une enveloppe ou dans un compartiment distinct de votre bagage et remettez-le au moment convenu sans exhiber quoi que ce soit d'autre. Ne réglez jamais par carte bancaire, ne composez jamais un virement mobile en présence de votre visiteuse, ne montrez jamais votre application bancaire et ne mentionnez jamais le solde de vos comptes, même sur ton badin ou sur mode plaisanterie. Ces informations, une fois entrées dans le circuit informel qui entoure ce type d'activité, ne se retirent plus.
Un client identifié comme financièrement solide devient une cible reproductible pour des sollicitations ultérieures. La discrétion sur votre situation économique n'est pas une forme de mesquinerie. C'est un principe de sécurité opérationnelle élémentaire. La seconde dimension concerne la vérification du matin, qui est un rituel que je vous recommande d'adopter systématiquement, même si aucun incident apparent ne s'est produit au cours de la soirée. Dès le départ de votre visiteuse, prenez 5 minutes pour effectuer 3 vérifications simples. Premièrement, un inventaire visuel des objets de valeur présents dans la chambre portefeuille, carte bancaire, téléphone, montre, bijoux, appareil électronique, comparé mentalement à ce que vous aviez avant son arrivée. Deuxièmement, une vérification du coffre. Il est resté fermé, son contenu est intact, le passeport est présent, la deuxième carte est présente, les espèces réservées sont au nombre attendu. Troisièmement, une consultation immédiate de l'application bancaire pour vérifier qu'aucun mouvement n'a été effectué à votre insu, y compris de petits mouvements de test qu'un fraudeur peut initier pour valider une carte avant de tenter un débit plus important. Si un mouvement non reconnu apparaît, appelez immédiatement le numéro d'opposition de votre banque, quelle que soit l'heure. Si une carte manque, faites opposition immédiatement, même si vous pensez l'avoir simplement égarée dans la chambre, vous pourrez toujours la retrouver ensuite, mais chaque minute qui passe entre le vol et l'opposition est une minute pendant laquelle des retraits ou des paiements peuvent être effectués. Ce rituel de vérification prend 5 minutes. Il vous coûte 5 minutes de votre matinée. Il vous a déjà fait économiser, dans les cas que j'ai vus, des sommes qui se chiffraient parfois en milliers d'euros et des complications administratives qui se chiffraient en semaines de démarches consulaires. Ce que j'ai appris pendant ces 8 années tient en quelques idées simples que je vous laisse en dépôt. La première est que la précaution n'est pas de la méfiance. On peut respecter la personne qui se trouve avec soi dans une chambre et néanmoins prendre les mesures élémentaires qui protègent l'un et l'autre. La précaution est une forme de respect pour sa propre sécurité et indirectement pour celle de la personne avec qui l'on se trouve, parce qu'un incident dans une chambre est un incident dont les deux parties sortent perdantes, même si les pertes ne sont pas les mêmes. La deuxième est que la clandestinité est presque toujours plus dangereuse que la transparence minimale. Un homme qui accompagne sa visiteuse à la réception pour un enregistrement banal est protégé par cette formalité. Un homme qui l'a fait entrer discrètement par un escalier de service ne l'est pas. Et il a en plus renoncé à toute possibilité de recours si quelque chose se passe mal. La troisième est que le corps a une mémoire qui dépasse celle de l'esprit et que les décisions prises dans un état de fatigue, d'alcoolisation ou d'exaltation touristique sont presque toujours des décisions que l'on regrette dans le calme du lendemain matin. Prendre 30 secondes dans le taxi ou dans l'ascenseur pour se demander sincèrement si l'on est en état de prendre cette décision, est une pratique dont je vous recommande l'adoption systématique. La quatrième, et peut être la plus importante, est que personne, en Thaïlande ou ailleurs, n'est en état de vous protéger contre vous-même. Ni l'ambassade, ni la police, ni l'hôtel, ni le concierge, ni le chauffeur de taxi, ni les amis expatriés qui vous ont donné leurs conseils au bar la veille. La responsabilité de la décision et de sa mise en œuvre pratique est entièrement la vôtre. Les institutions peuvent intervenir en aval si quelque chose se passe mal, avec les limites que je vous ai décrites, mais elles ne peuvent pas intervenir en amont à votre place. C'est vous qui décidez si vous ouvrez la porte de la chambre à un moment donné, à une personne donnée, dans des conditions données. C'est vous qui décidez ce que vous laissez apporter dans cette chambre pendant cette soirée. C'est vous qui décidez si vous buvez ou non le verre qui vous est tendu. Chacune de ces décisions vous appartient et chacune d'elles a des conséquences que vous portez seul. Je vous laisse sur une dernière observation qui peut être la seule que 8 ans de dossier consulaire m'ait permis de tirer avec certitude. Les incidents que j'ai traités n'étaient presque jamais le produit d'une mauvaise intention exceptionnelle de la part de la femme concernée. Ils étaient presque toujours le produit d'une absence totale de précaution élémentaire de la part de l'homme concerné, dans une configuration où la femme, si elle en avait l'occasion, allait naturellement en profiter parce que c'était son intérêt économique immédiat de le faire. La leçon à tirer de cette observation n'est pas que toutes les freelances sont des criminels, ce qui serait faux, injuste, et par ailleurs peu utile. La leçon est que la sécurité de la soirée ne dépend pas principalement de la personne que vous invitez dans votre chambre, mais des dispositions que vous avez prises avant qu'elle y entre. Ces dispositions sont simples, elles sont peu coûteuses, elles prennent quelques minutes, et elles ne demandent aucun courage particulier. Elles demandent simplement d'avoir pris le temps, avant d'être dans la chambre, de savoir précisément ce que l'on va faire quand on y sera. Cette vidéo est une contribution à ce temps de préparation. Ce que vous en ferez ou ce que vous n'en ferez pas vous appartient entièrement. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes autour de vous, et rappelez-vous que la nuit thaïlandaise, aussi belle qu'elle puisse paraître, ne prend pas de gants avec ceux qui ne prennent pas les leurs.
Je m'appelle Léandre Buyan-Péréven, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention et je vous donne rendez-vous dans les prochains dossiers que je consacrerai, avec la même méthode et la même absence de jugement, aux autres dimensions pratiques de la vie d'un homme occidental confronté aux réalités concrètes du terrain thaïlandais.